Bienvenue à bord de l'Octopus. Embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous. Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Est-ce que vous vous êtes déjà senti découragé parce que vous avez pensé ou parce qu'on vous a dit « c'est héréditaire, c'est génétique, on ne peut rien y faire ». Face à cette fatalité, à quoi bon faire preuve de bonne volonté ? Mais la fatalité n'est pas vraiment la tasse de thé de The Octopush. C'est pourquoi aujourd'hui, on va vous parler de notre pouvoir de changer, de transformer notre santé. À ce sujet, avez-vous déjà entendu parler de l'épigénétique ? L'épigénétique est la découverte que l'activité de nos gènes peut être modifiée. Si notre ADN reste le même, la plupart de nos gènes ont la possibilité de s'exprimer autrement. Notre hygiène de vie, nos comportements, notre environnement peuvent modifier l'expression de nos gènes qui vont alors agir différemment pour notre santé physique et psychique. Pour cette 8e chronique donc, nous allons explorer ces questions. Quels sont les facteurs qui influencent l'expression de nos gènes ? Comment concrètement transformer cette expression grâce à notre hygiène de vie, nos comportements et notre environnement ? Pourquoi est-il si important aujourd'hui de s'intéresser à l'épigénétique pour changer positivement notre futur et celui de nos enfants? Nous embarquons pour cette exploration avec Marie-France Farret, naturopathe, Aurélie Asper, psychologue, et Marie Desvavrin, auteure du livre « Mon enfant plus fort demain ». Belle et douce traversée. Bonjour, je suis Marie-France Farret, naturopathe certifiée en nutrition santé et auteure. J'entends souvent dire par mes patients, lors de mes consultations de naturopathie, j'ai de l'arthrose, comme ma mère, ou bien je fais de l'hypertension, vous savez, comme mon père. Bref, ces croyances qui nous disent que tout est figé dans le marbre et que les maladies se transmettent inévitablement d'une génération à une autre. C'est ce que pensaient d'ailleurs tous les biologistes au siècle dernier. Ils étaient persuadés que les êtres vivants étaient le produit de leurs gènes. Bref, comme le souligne si bien Joël de Ronet dans son ouvrage La symphonie du vivant, les scientifiques affirmaient que nous étions déterminés par un programme génétique, le programme de la vie héritée de nos ancêtres. Donc, que si nous tombions malades, c'était la faute de notre patrimoine génétique. Mais qu'est-ce qu'un gène au final ? C'est un morceau d'ADN qui correspond à une très petite portion du chromosome. Les gènes indiquent à chaque cellule son rôle dans l'organisme. Nous en dénombrons un peu moins de 30 000 chez les humains, alors que de nombreux végétaux comme les grains de riz en possèdent 40 000 environ. C'est ce que l'on appelle le génotype. Certains d'entre eux, regroupés sous le terme de phénotype, déterminent le caractère visible des individus, comme la couleur des cheveux, des yeux, la taille des mains ou la grosseur de la tête. Tandis que d'autres indiquent au corps comment se comporter face à une agression extérieure, un virus par exemple. Le terme épigénétique est né du scientifique et philosophe britannique Conrad Hart Waddington en 1942, à partir du grec épi, qui signifie au-delà, au-dessus. L'épigénétique signifie donc littéralement au-dessus du code génétique. Ainsi, un scientifique osait affirmer haut et fort, grâce à ses recherches, qu'en matière de santé et de longévité, il existe quelque chose au-dessus des gènes qui nous donne le pouvoir d'agir à tout moment sur l'expression de ces derniers. Adieu les théories fatalistes. Nous pouvons reprendre le pouvoir sur notre santé, car il existe quelque chose qui peut influencer positivement comme négativement sur l'expression de nos gènes. Et ce pouvoir s'appelle notre hygiène de vie. Et oui, c'est le principe même de l'épigénétique. Notre mode de vie a une influence directe sur l'expression de nos gènes. Donc pour résumer, si nous développons les mêmes maladies que nos parents et nos oncles ou tantes, c'est que nous reproduisons souvent le même mode de vie. Par exemple, nous allons cuisiner comme nos parents, et si ces derniers ont été très sportifs durant notre enfance, nous avons de grandes chances d'être animés de la même passion. Ou nous allons peut-être fumer comme eux. Ce n'est donc pas parce que nous sommes porteurs d'un gène, d'un type de cancer par exemple, qu'il va forcément s'exprimer. Peut-être qu'en adoptant un bon comportement au quotidien,
il restera en dormance tout au long de notre vie. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Alors me direz-vous, comment activer nos super-pouvoirs? Comment faire en sorte d'être le meilleur allié de nos gènes? Comment les chouchouter? Eh bien, c'est le principe de toutes les médecines préventives, comme la naturopathie ou l'Ayurveda. Il suffit d'adopter une bonne hygiène de vie basée sur un certain nombre de règles. La première règle, c'est de manger sainement et équilibré, c'est-à-dire d'adopter une alimentation de type méditerranéenne qui fait une grande place aux légumes, aux produits de saison qui poussent donc localement et aux huiles de bonne qualité riches en oméga 3. Ce qui sous-entend d'éviter tous les produits transformés ou raffinés comme les biscuits, les sodas, le sucre blanc et de limiter les produits acidifiants comme l'alcool, la viande ou les produits laitiers. Bref, une alimentation à dominante végétale, riche en fibres, en vitamines, minéraux et antioxydants. Manger sainement, c'est aussi réduire le nombre de calories. On sait qu'une restriction calorique de 20 à 40% accroît l'espérance de vie. Il s'agira donc de pratiquer des jeûnes longs ou intermittents, mais aussi de se nourrir de façon plus frugale. La deuxième règle, c'est la pratique d'une activité physique. On sait que les exercices réguliers ont une influence directe pour activer, éteindre ou allumer certains gènes. Par exemple, la pratique du surf allume des gènes liés à la résistance, à la fatigue, au métabolisme de l'énergie et à la production d'endorphines, l'hormone du bonheur. En 2012, les travaux du professeur Carl Johan Sundberg ont mis en exergue que la pratique d'un sport de façon régulière produit un effet épigénétique quasi instantané, en modifiant la structure de l'ADN des cellules musculaires. Mais cet effet génétique s'arrête si l'effort s'arrête. Donc, soyez réguliers dans votre pratique. Même une simple marche est bénéfique pour notre santé, si elle est quotidienne bien sûr. La troisième règle, c'est la gestion du stress. On sait que les activités calmes, comme un yoga doux, la relaxation et la méditation, ont des influences positives sur l'expression de nos gènes pro-inflammatoires. Là encore, la régularité est de mise pour agir sur son corps de façon durable. Enfin, la dernière règle regroupe deux notions, celle du plaisir et de l'harmonie. La qualité de nos relations dans notre vie personnelle comme professionnelle a des effets épigénétiques. Il est donc primordial, si l'on veut vivre longtemps et en bonne santé, d'avoir des relations fluides avec autrui et d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait au quotidien. Bien entendu, le monde extérieur a aussi une influence positive ou négative sur nos gènes, comme la qualité de l'air, les produits chimiques présents dans les cosmétiques ou dans notre habitat. Nous ne pouvons pas avoir une influence positive sur tous les plans. Aussi, concentrons-nous sur ces 4 règles faciles à suivre au quotidien. Bref, comme le souligne si bien Joël de Ronet, l'épigénétique est notre meilleur allié. En vous offrant la possibilité d'agir, en vous transformant en acteur de votre propre évolution, elle ouvre une nouvelle voie à la responsabilisation et à la liberté des êtres humains. Bien entendu, comme le souligne Rita Levi-Montalcini, prix Nobel de physiologie et de médecine en 1986, il ne faut surtout pas négliger la partie psychique quand on parle d'épigénétique. Aussi, je cède la parole à Aurélie Asper, docteur en psychologie clinique, qui va vous démontrer que votre équilibre mental a une influence sur la taille de vos télomères. Bonjour, je suis Aurélie Asper, docteure en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel, la position essentielle. Dans cette chronique épigénétique, j'avais envie de porter l'accent sur les travaux du docteur Elizabeth Blackburn, prix Nobel de médecine dans le domaine de la longévité, et du professeur Elissa Epel, psychiatre, qui, ensemble, ont publié un merveilleux ouvrage que je vous recommande, récapitulant toutes les connaissances actuelles sur ce qu'elles ont nommé l'effet télomère. Les télomères sont en gros des sortes de capuchons de protéines qui se trouvent aux extrémités de nos chromosomes et protègent notre ADN. Et l'approche scientifique dominante actuelle considère que le vieillissement est dû à la détérioration progressive de notre ADN. Et tout indiquerait que le principal coupable de cette détérioration irréversible seraient ces fameux télomères, qui par leur raccourcissement ne protégeraient plus cet ADN. L'idée ici, c'est de comprendre que les télomères raccourcissent avec l'âge, toute pathologie du vieillissement confondue. Et ce que leur recherche extraordinaire dévoile est la possibilité de ralentir, voire d'inverser le cours de ce raccourcissement télomérique. Pour résumer, sachez que la longueur de vos télomères dépend de votre hygiène de vie. Alimentation, exercice physique, qualité et durée du sommeil, exposition à des substances chimiques, pollution, tabac, etc. impactent bien évidemment l'état de vos télomères.
Attention toutefois à la notion d'équilibre. Le sport excessif sans repos est associé à une inversion des bénéfices par augmentation du stress oxydatif, accélérant les processus du vieillissement. De même, vouloir ingérer des compléments alimentaires activant la télomérase, qui est l'enzyme qui favorise la reconstruction des télomères, est associé à un risque d'augmenter les télomères de toutes vos cellules, et notamment des cellules cancéreuses. Mieux vaut donc favoriser les activités et les conseils naturels pour prendre soin et activer la télomérase qui est déjà présente dans votre corps et qui ne risque pas de déclencher une croissance cellulaire incontrôlée. La modification de votre hygiène de vie est donc le meilleur moyen d'agir positivement sur vos télomères. En plus d'avoir plus d'effets bénéfiques que les compléments nutritionnels, elle vous protège des expositions aux produits chimiques. Mais concentrons-nous ici plutôt sur l'aspect psychologique et social. L'épuisement émotionnel au travail, la charge d'un membre de la famille atteint de maladies chroniques ou de handicap, le sentiment d'insécurité sur son lieu de vie et les discriminations sociales contribuent au raccourcissement télomérique. La dépression et l'anxiété aussi, diagnostiquées comme telles, sont associées à des télomères courts, ainsi que le fait de ne bénéficier que d'un faible soutien social. Ici, c'est la notion de stress chronique qui est sous-jacente à toutes ces données et que vous devez retenir. Cependant, le stress en tant que tel n'est pas mauvais en soi. Les chercheurs font la distinction entre stress toxique et stress normal, voire bénéfique. Tout d'abord, ils distinguent le stress ponctuel qui peut raccourcir momentanément les télomères, mais les laisser se régénérer une fois passés, et le stress chronique qui épuise les ressources à long terme. De même, on peut apprendre à gérer un stress chronique isolé, mais l'accumulation des stress chroniques tend à prendre le dessus sur les meilleures ressources intérieures avec le temps. Deuxième point important, plus que le stress en tant que tel, ce serait notre manière à y faire face qui impacterait ou non nos télomères. Les personnes qui réagissent au stress en se sentant excessivement menacées auraient des télomères plus courts que ceux qui y réagissent avec une motivation de défi. La sensation de menace est associée à l'accumulation d'anxiété et de honte et active le vieillissement cellulaire, tandis que la réaction de défi favorise l'enthousiasme et donne de l'énergie qui protège du stress chronique et nourrit notre santé. Dernier point, même au cours de l'enfance, période qui façonne les télomères de l'âge adulte, une dose modérée de stress associée à un parentage sensible est considérée comme un facteur protecteur qui entraînerait des réactions cardiovasculaires saines au stress. Ces expériences précoces contenues par des parents aimants donneraient confiance à l'enfant en sa capacité à surmonter des obstacles. Ressources non activées chez les enfants n'ayant vécu aucune expérience négative et qui vont ensuite se sentir plus menacés à l'âge adulte face aux soucis rencontrés. Par contre, les enfants ayant vécu de forts traumatismes, présentant généralement déjà des télomères plus courts, ont de fortes chances de percevoir les obstacles extérieurs comme une menace exagérée et réagir très fortement, augmentant ainsi encore plus le raccourcissement télomérique. Mais pas de panique, ces chercheurs hors pair nous donnent plein d'astuces pour inverser le cours de ces dommages épigénétiques. Des conseils évalués et prouvés scientifiquement en plus, que du bonheur. Alors est-ce que vous souhaitez une première clé pour restaurer vos télomères et vos cellules dès maintenant? Ok. Le mot-clé ici, c'est concentration. Les personnes qui se concentrent sur ce qu'elles font ont des télomères plus longs que celles dont l'esprit vagabonde. Et suivre une formation à la méditation ou à la pleine conscience réduirait considérablement leur raccourcissement. Commencez donc par vous concentrer sur votre respiration et sur ce que vous ressentez dans l'instant présent, et vos cellules vous en seront déjà bien reconnaissantes. Au-delà de la méditation et de la pleine conscience, le yoga, le qigong et les changements de vie durables associés à la gestion du stress augmentent la production de télomérase. L'idée ici est de vous distancier de vos pensées négatives pour cesser les ruminations, le pessimisme, le vagabondage mental qui vous distrait de ce que vous êtes en train de faire, et l'hostilité cynique qui associe colère et idée qu'on ne peut faire confiance à personne. Toutefois, attention, il s'agit de se désidentifier de ces pensées
en les observant et non de les rejeter. Car la répression mentale, c'est-à-dire la tentative de se débarrasser de ses pensées et de ses émotions négatives, est tout aussi néfaste pour vos télomères, car infructueuse par l'effet rebond qu'elle produit. Par contre, faire une seule chose à la fois, être consciencieux, c'est-à-dire organisé, persévérant et orienté vers la tâche, ou même avoir de la compassion envers soi-même, se réveiller dans la joie, apprivoiser notre critique intérieure et donner du sens à son existence, sont associés à un rallongement des télomères. Apprenons donc à vivre en paix pour vivre plus vieux et en pleine santé. De mon côté, ce qui m'enthousiasme le plus, je dois l'avouer, c'est que toutes ces ressources psychiques qui augmentent la télomérase sont nourries par la méthode que je propose, la position essentielle. Et ça vient confirmer ce que j'ai pu observer lors de mon travail auprès des patients atteints de cancer. Alors vraiment un grand merci à la vie et à ses chercheurs pour cette belle confirmation. Je laisse à présent Marine vous faire un petit résumé. À très vite. Et si on résumait ? Marie-France Faré et Aurélie Asper nous ont démontré que par le choix de nos modes de vie, nous n'étions pas destinés à reproduire les mêmes schémas ou certaines maladies. Si l'expression de nos gènes est influencée par ce que l'on décide pour nos vies, elle est aussi influencée par l'environnement dans lequel on vit. C'est pour ça qu'il est tout aussi important d'agir pour son bien-être et celui de la planète. Rappelez-vous, tout est interconnecté. Et si on souhaite changer les choses positivement pour nous, nous souhaitons aussi les changer positivement pour nos enfants. Et on sait que plus on agit tôt, plus on opte pour une démarche préventive, plus les changements sont faciles et grands. C'est pour cela que le sujet de l'enfance est important. Aurélie nous l'a d'ailleurs parfaitement démontré avec nos télomères qui sont façonnés pendant l'enfance. Alors pour continuer sur ce sujet de l'enfance, je laisse Marie vous expliquer comment votre enfant peut être plus fort demain, acteur de son bien-être et celui de la planète. Bonjour, je suis Marie de Vavrin et je suis engagée auprès de fondations, d'associations et d'entrepreneurs sur des enjeux liés à la transition alimentaire et à la santé durable. Je suis juriste de formation, mais aussi formée en naturopathie et passionnée par l'impact des habitudes de vie sur la santé. Je viens d'écrire un livre avec la célèbre pédiatre Edwige Antier qui traite justement d'épigénétique et qui montre combien des habitudes de vie adaptées agissent sur la santé de son enfant dès le plus jeune âge. Dans notre livre, qui s'appelle « Mon enfant en pleine santé » et qui sort le 1er juillet prochain aux éditions Erol, nous faisons un état des lieux des recherches scientifiques et nous donnons beaucoup de conseils pratiques. En effet, depuis une vingtaine d'années, de nombreux travaux scientifiques montrent que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le niveau de stress, la façon d'interagir avec les autres ont un impact chimique sur les gènes qui va jusqu'à les allumer ou les éteindre. C'est cela qu'on appelle l'épigénétique. Ces recherches m'ont véritablement fascinée et avec le docteur Edwige Antier, on a eu envie de les transmettre au travers de ce livre qui s'adresse aux futurs parents et aux parents de jeunes enfants. La période allant du désir d'enfant à la fin de la grossesse puis les 2 premières années de vie de l'enfant est particulièrement sensible aux mécanismes épigénétiques. C'est la période dite des 1000 premiers jours. On démarre le livre en disant « Mon bébé a tout le caractère de l'oncle Jules. Il est angoissé comme son père, de petit appétit comme son frère, constipé comme sa grand-mère. Non, si la transmission de certaines particularités est bien sûr possible par les gènes, ce n'est pas une fatalité. Parce qu'en effet, si beaucoup de choses se jouent dès les premières années de vie, il n'est jamais trop tard pour agir. On a tous un capital génétique de départ que l'on tient de ses parents. Mais au-dessus de la génétique, épi, ça veut dire au-dessus en grec, il y a nos habitudes de vie. Par exemple, si on compare 2 jumeaux monozygotes, c'est-à-dire issus d'un même œuf, on dit qu'ils sont identiques génétiquement, mais pas épigénétiquement, car leurs habitudes de vie et leur environnement seront différents et vont moduler l'expression de leurs gènes. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que certaines expériences ont prouvé que les cellules gardaient en mémoire des traces acquises pendant la période fœtale ou la petite enfance
et qu'elle pouvait se transmettre aux générations suivantes, comme si nous héritions d'un disque dur avec l'ensemble des modifications génétiques de ses ancêtres. Mais il faut savoir que ces empreintes sont réversibles à tout moment. Bien sûr, on explique dans le livre que l'on transmet des marques épigénétiques à son enfant, et on donne des conseils pour avoir une alimentation adaptée, mais aussi une activité physique régulière, un sommeil de qualité et des interactions bienveillantes avec son enfant pour allumer les bons gènes et lui permettre de prendre un bon départ dans la vie. Mais il faut savoir que l'on peut à tout moment agir pour essayer de corriger des perturbations passées, même si bien sûr on ne maîtrise pas toujours tout. D'ailleurs, c'est cet aspect réversible que je trouve passionnant dans l'épigénétique, et pour moi c'est presque une philosophie de vie. Une façon de se dire que l'on peut agir et ne pas subir, ne pas être enfermé dans des certitudes, dans une fatalité ou dans un chemin tout tracé. Pour moi, c'est une façon d'appréhender la vie, pleine d'espoir, pour nous rendre acteurs de notre vie. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt!